Ankudia Seneb, Mbote, je suis Ireng, Kamit, fils d'Osiris, fils d'Osir. Pour ceux qui connaissent l'Afrique, ils comprennent que Ireng, ça vient du sud Kivu. Voilà. Abarienu, Mianzimich, Bashimozuke. Et je suis un fils du Kivu, donc Batuta Goma. Courage, San. Je vais faire un peu de... Pas de géopolitique, je prends dans les détails. Regardez ce qui se passe dans le monde actuellement. Dans mon livre que j'ai écrit en 2021, mais que j'ai corrigé sur le plan spirituel, parce que comme il y a de l'ésotérisme, que j'ai beaucoup progressé sur le plan de mon retour aux sources, donc le côté spirituel a fait que j'ai décalé la sortie du livre. Mais l'intrigue et toutes les histoires, la géopolitique sont déjà calées dedans. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le monde actuellement? On parle beaucoup de la guerre en Iran. Trump est vilipendé, insulté, traité comme un chien, comme Bush a pu l'être il y a encore quelques années avec la guerre en Irak, par exemple. Ou Biden qui s'est fait insulter quand les Afghans étaient abandonnés. Il faut connaître une chose. Aimer ou détester les présidents de la République, ce n'est pas ça qui compte. Surtout dans, comment dire, le côté faible, le côté faible du bâton de la puissance géopolitique mondiale. C'est-à-dire les nations dites en voie de développement. C'est là-bas que souvent on dit que c'est l'école des cancres. Des présidents faibles, suiveurs. Certains utiliseront des mots assez rigolos mais lourds de sens comme les aplaventristes, les présidents aplaventristes, etc. En réalité, leur taper dessus toute la journée, c'est pas ça qui va vous faire comprendre ce qui se passe. Il faut savoir que ceux qui dirigent le monde, ceux qui se le sont partagés depuis quelques siècles maintenant avec Christophe Colomb et la mondialisation forcée, parce que avec Alexandre le Grand, il y a déjà une première grosse mondialisation forcée. Il avait réuni plusieurs peuples de façon forcée ensemble. Même si l'Empire perse déjà avait fait pas mal déjà de choses à ce niveau-là. Alexandre le Grand est comment connu comme un grand mondialiste de son temps. Hitler aussi a d'ailleurs des visées mondialistes. Mais tous ces individus-là, surtout les individus modernes, qu'est-ce qui fait que quelqu'un se réveille un matin comme Hitler? Monsieur Tout le Monde, il écrit son bouquin, gros tirage, beaucoup de succès, et il se retrouve, il supplante beaucoup de monde et se retrouve au sommet de la chaîne alimentaire. Ce sont des familles, des individus qui, eux, ne sont pas intéressés par des mandats électifs. Ils sont autant liés à des grands courants religieux. C'est-à-dire les mêmes grands leaders et autres gourous qui attirent des millions, voire des dizaines de millions de personnes dans des grands cultes d'adoration. Ces mêmes gourous-là, il y a des familles. Ces mêmes comment dire, leaders spirituels, il y a des familles qu'elles-mêmes, auxquelles elles doivent rendre des comptes. C'est-à-dire, vous vous agenouillez devant eux, eux sont des personnes vers lesquelles, même symboliquement, elles s'agenouillent. Et vous allez vous dire, mais qui sont ces personnes? Ce sont des spectres? Non, ce ne sont pas des spectres. Je vous donne un exemple simple. Il y a quelques années, une petite américaine de 12 ans à peine, la puberté, elle avait, en usant les outils à sa disposition, découvert que tous les présidents américains, sauf un seul, descendaient tous de John Lackland Plantagenet, un roi anglais du XIIIe siècle. Tous ils descendaient, autant du côté maternel que paternel. Alors c'est pas parce que c'était une génie qu'elle a trouvé ça en premier, juste que d'autres personnes ne le disaient pas ouvertement. Mais elle, dans l'innocence de l'enfant, elle avait sorti ça ouvertement. Donc tous les présidents américains, à l'exception d'un seul, elle avait sorti ses recherches jusqu'à Obama. C'était à l'époque d'Obama que son travail était sorti. Même Obama aussi est descendant de John Lackland Plantagenet. Donc vous dites que vous votez, mais vous votez pour des individus qui sont dans un courant qui vous dominera, que vous le vouliez ou pas. Or, quand on parle du XIIIe siècle, il n'y a pas encore les têtes des guerrières, il n'y a pas encore la découverte du nouveau monde. Parce que l'Occident est expert pour découvrir des zones où les gens existaient déjà, mais les découvrent soi-disant. Bref, vous avez compris l'idée. Il y a des individus, donc, qui sont très puissants autour de tous les grands religieux, de toutes ces grandes religions que vous connaissez. Ces familles contrôlent ces individus. Et ces individus vous contrôlent au travers de livres
mal fait, des plagiats et beaucoup d'autres bêtises. Et comme dit, ces personnes ne se cachent pas comme vous le croyez. Parce que ces réseaux, ils font des enfants. Il y a des médecins, il y a de tout le monde, il y a de tout. Ils sont très élitistes. Même s'il y a des gens moins fortunés dans leur lignée, s'ils veulent t'activer que tu montes, même si tu es le dernier du dernier, si les entités montrent que celui-là, il faut le faire monter, les entités se tiennent, on aura le temps d'en parler encore une autre fois, ceux qu'on qualifie de démons, tout ça. Les entités-là, ils ont un impact avec ces personnes-là, ces familles, pour amener le monde comme il est. Voilà pourquoi on dit, comment est-ce qu'il peut y avoir autant de personnes intelligentes sur Terre, mais la Terre est dans cet état. C'est-à-dire que c'est volontaire. Donc, ces individus sont des professeurs d'université. Il y en a bien sûr qui sont des officiers des armées occidentales. Il y en a qui sont des conseillers. Il y en a qui sont parfois des directeurs de cabinet de président pour être sûr de les orienter. Ils sont dans des grandes ONG. Ils contrôlent des grandes ONG de ce monde. Des ONG qui, au moindre conflit, sont les premiers à aller aux humanistes et faire de l'humanitaire. Ce sont des individus qui vont se retrouver secrétaires d'État. Ils vont organiser des conférences dans les universités. Ils vont vous parler du climat. Ils vont vous parler comment dire, du transhumanisme. Ils vont vous parler des choses comme il y a trop de monde sur Terre, il y a trop d'Africains, il y a trop de ci, trop de cela. Il faut réduire la population mondiale. Parce que si on peut résumer ce qu'ils aiment, simplement, ils veulent désindustrialiser le monde. Parce que quand un pays a une classe moyenne forte, la classe moyenne forte, plus il y a plus de gens dans la classe moyenne, sont des pays qui sont plus difficiles à manipuler. Parce que les gens dans la classe moyenne, qui ont les moyens, qui sont bien formés, bien éduqués, plus il y en a dans un pays, plus ce pays saura défendre ses intérêts à tous les niveaux. Mais il faut déstructurer des pays, il faut appauvrir. Il y a un Afro-Américain militant, Umar Johnson. Dans une de ses interventions, il avait dit ceci, que pour appauvrir, donc au moment des luttes contre la ségrégation aux États-Unis, à l'époque de Martin Luther King et tout cela que vous connaissez, tous les grands, tous les ancêtres, le côté raciste américain, ces familles-là puissantes, elles ont compris une chose, elles se sont dit non, beaucoup de Noirs qui travaillent dans les usines, qui travaillent, qui constituaient même la petite classe moyenne noire qui avait arrivé à s'en sortir, avaient beaucoup financé leurs leaders pour avoir les moyens, pour faire les meetings, pour se déplacer, etc. Ils avaient beaucoup soutenu. Alors, il fallait appauvrir ces classes moyennes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Umar Johnson explique qu'ils ont désindustrialisé les zones où les Afro-Américains vivaient de façon où ils étaient très nombreux. Ils ont appauvri ces zones-là. Et d'ailleurs, même si vous suivez souvent des documentaires qui parlent des États-Unis, vous verrez qu'il y a des Noirs américains qui parfois émigrent dans des villes blanches. Parce que quand on voit à l'instar de ce qui est arrivé à Tulsa qui était une ville qui s'appelait le Wall Street noir, c'est peut-être une vidéo que vous avez déjà vue sur YouTube, avait été détruite totalement, comme d'autres villes d'ailleurs nord-américaines prospères, avait été détruite avec ses cabinets d'avocats, de médecins, tout ça, pour appauvrir les Noirs qui ne montent pas. Donc beaucoup de Noirs, ils étaient obligés d'aller vers les villes blanches pour chercher du travail. Ils émigraient là-bas. Alors, tant qu'il y avait de l'argent dans ces villes blanches, ils arrivaient à trouver quelque chose. Mais quand ils devenaient nombreux, qu'est-ce qui se passait? Ils ont trouvé une stratégie maintenant. Ces familles-là qu'on trouve dans l'ombre, ils ont appauvri le tissu industriel de ces zones-là pour que les Noirs manquent des moyens. Et les Blancs désertaient ces zones. Il y a des zones comme ça aux États-Unis où les Blancs étaient nombreux. Les Noirs ont émigré pour du travail. Après, et quand le tissu économique s'est désagrégé, les Blancs sont partis et les Noirs sont restés à vivre dans ce qui deviendront des ghettos, tout ça, des zones, comment dire, économiquement très pauvres. Et dans ces zones-là que les pandémies de drogue, des dealers de drogue, comme on voit dans les films, le cliché du petit Afro-Américain tressé qui vend quelques sachets de cocaïne au coin de la rue. C'est comme ça que ça prospère. On a appauvri leurs parents en tuant le tissu économique. Parce que un homme qui a son tournevis, qui a son sac d'électricien, qui sait faire de la plomberie, il est économiquement fort. Indépendamment de tous les français qu'il peut sortir, son anglais, le fait qu'il puisse y avoir un tissu industriel, même semi-industriel dynamique dans une zone, ça préserve le niveau de vie des ménages, ça permet aux parents
Donc, donner une meilleure éducation à leurs enfants que celle qu'ils ont reçue. Donc, la désindustrialisation résume à elle seule. C'est un projet qu'ils ont. Quand vous voyez le Mexique, qui est un narco-État, et d'autres pays d'Amérique latine, alors qu'ils sont tout près des États-Unis et qu'ils pouvaient prospérer par l'industrie, mais c'est devenu des narco-États. C'est parce que c'était un projet. En Afrique ici, moi je suis en RDC. La RDC sort d'une trentaine d'années d'une guerre inqualifiable. Il y a la guerre qu'on connaît économique aussi sous fond de génocide à l'Est, génocide des peuples autochtones. Mais l'RDC en entier subit une guerre économique assez brutale. Et qu'est-ce qu'on remarque en RDC? Où sont les usines? Il y a des églises plus grandes, des méga-churches, plus grandes dans des zones où il y avait avant des usines qui sont devenues désaffectées. Aujourd'hui, il y a des méga-churches. Un méga-church dans des églises immenses là, hein, à l'américaine. Il y en a en RDC, dans des zones où il pouvait avoir des usines. C'est-à-dire les mêmes personnes qui remplissent ces églises pouvaient travailler dans des usines, mais ces usines n'existent plus. Déjà, il y avait eu dans le sillage de soi-disant vent de démocratisation des dictatures africaines au début des années 90, des années 90, la RDC, à partir de Kinshasa, avait suivi moult rebondissements qui avaient entraîné des pillages, qui avaient détruit les quelques industries qui avaient survécu à la mégestion du régime de l'époque, avaient été anéanties au début des années 90. Et dans ces zones-là industrielles, on voit encore aujourd'hui des hangars, des choses qui ne servent plus à grand-chose. Donc, il faut connaître une chose. Quand on voit la guerre qu'il y a en Iran aujourd'hui, et toutes ces guerres qu'il y a, l'Irak et tout, l'Irak ressemble à quoi aujourd'hui, ou bien la Libye. C'est des zones qui sont tombées plus bas que ce qu'elles étaient. Des zones qui avaient tout pour être comment dire, des pôles industriels dans leur région. Aujourd'hui, c'est de la rocaille empilée. Ouais. Et les personnes qui sont derrière ces choses-là n'ont pas besoin d'être le président que vous critiquez. Ils ont juste besoin de se placer comme des conseillers, des directeurs de cabinet, parfois des ministres, des secrétaires d'État, qui sont plus influents que même le gars qui est en place. Ils sont des professeurs d'université qui font du lavage de cerveau à des étudiants pour faire gober leurs idéologies. Donc ils font leurs réunions. Ils ont leur famille qui détient le pouvoir de plusieurs siècles sur la planète. Ils font leurs réunions, ils disent comment est-ce qu'on va maintenir le pouvoir dans nos mains encore pendant 50 ans, pendant 100 ans. On doit baisser les natalités. Et pour ça, on va fabriquer des virus, balancer des faux vaccins. On va désindustrialiser. On va enfermer beaucoup de gens dans les religions parce que beaucoup de ces pasteurs dits de réveil sont des sionistes. Vous voyez l'État sioniste dans quoi il est. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose que ce qu'ils font là? Qui oblige les Israéliens à se fourvoyer dans ce qu'ils font? Quel intérêt ils ont en réalité? À faire monter ce qu'on appelle l'antisémitisme dans le monde. Quel intérêt est-ce qu'un Israélien censé d'esprit peut avoir à ce qu'on le déteste, même dans un endroit où il n'est jamais allé? En réalité, il y a des forces au-delà de ces individus-là. Et ces forces-là, qui sont liées à des familles qui sont fait beaucoup d'argent sur la colonisation, dans les royautés européennes notamment, eh bien, ces personnes-là sont des tireurs de ficelles. L'Iran est détruite pour qu'elle ne puisse pas être industrialisée. C'est pour ça qu'on ne veut pas, on dit qu'ils ne veulent pas qu'ils aient la bombe atomique. Mais la bombe atomique, c'est, comment dire, c'est pour te faire peur. Parce qu'en réalité, l'énergie nucléaire est ciblée. Aucun pays qui n'ont pas décidé ne doit avoir une industrie nucléaire qui fonctionne. Parce que l'industrie nucléaire, quand elle est maîtrisée par un pays, vous n'aurez pas de rareté de matières premières. Parce que cette énergie est capable de transformer même de la rocaille dans beaucoup de choses. Voilà pourquoi il y a toutes ces guerres qui se font. Ils sont en train de transformer en rocaille, en caillasse. Ils transforment en caillasse des États qui, ni étaient leurs guerres stupides, allaient devenir des grandes puissances. La RDC est comme elle est aujourd'hui, n'est pas un pôle industriel puissant. Construire une maison en RDC, il faut des dizaines de milliers de dollars. On n'a pas d'usine pour construire parfois des choses très basiques, on importe tout. Et c'est un plan. Parce qu'une RDC industriellement puissante,
Ceux qui sont habitués à prendre les choses gratuitement dans ce pays, comment est-ce qu'ils vont continuer de s'amuser? Des Congolais mieux éduqués, pas les diplômes qui sont distribués automatiquement dans les universités. Vraiment éduqués. Parce que vous voyez un peu l'Iran tient comment? Les Iraniens sont éduqués. Ce sont des pays, moi j'appelle des républiques d'ingénieurs. Enfin, c'est pas... République, c'est un terme là qui ne veut pas toujours dire grand-chose, mais comprenez un peu l'idée. La Chine, c'est un pays d'ingénieurs. L'Inde, c'est un pays d'ingénieurs. Mais si vous voyez en Afrique, des pays qui s'identifient comme des pays d'ingénieurs, où vous avez 100 000, 200 000 ingénieurs par rapport à la population qu'ils ont active, comment des ingénieurs vraiment formés, combien de pays sont vraiment puissants sur le plan des ingénieurs? Si l'Iran n'avait pas des ingénieurs, à cette heure, ils ne sont plus. Ça aurait déjà été terminé. Peut-être qu'ils ont appris les leçons de l'Irak et de la Libye, clairement, parce que l'Irak et la Libye n'avaient pas d'arsenal militaire qui ont fait face à ce qu'ils ont subi. Ça ne veut pas dire que l'Iran va résister éternellement. Mais au moment où nous sommes là, mi-mars, il se débrouille très bien. Donc il faut comprendre, il faut désindustrialiser et empêcher à ce que l'industrie nucléaire puisse se répandre sur la Terre. Parce que l'énergie nucléaire, c'est de l'énergie abondante et à vil prix. Or, l'énergie, c'est l'autonomisation. Il y a beaucoup de choses que ces familles-là font pour garder les gens bien en dessous. Voilà, nous en parlerons plus prochainement. Merci à vous.